Oui. Alors, effectivement, on pouvait s'interroger, se demander pourquoi la réédition de ce texte, qui est un texte quand même assez vieux. Et ce texte est extrêmement intéressant. Les introductions, la postface nous apprennent énormément de choses. Comme a dit Jérôme Lecourant, ils nous apprennent surtout que le système d'économie de marché, aujourd'hui, qu'on nous vante tellement, est un système récent, qui n'a pas toujours existé, qui est une création du début du XIXe siècle, qui va finir dans une apocalypse épouvantable dans les années 20 avec la montée du nazisme en Europe. On va ensuite aller vers quelque chose d'un peu plus doux, d'un peu plus soft, le keynésianisme, le néo-keynésianisme, etc. Tous ces systèmes incluent d'un autre côté le système communiste pour but de remettre le système de marché à sa place sous les auspices d'un projet politique et social. On est bien loin du modèle qu'on nous propose aujourd'hui, qui est non pas simplement une économie du marché, mais une société de marché. C'est extrêmement différent, où la société et les impératifs du marché dictent l'ensemble de l'organisation sociale. Pour ça, c'est une remise des pendules à l'heure qui est absolument nécessaire. Et alors, une société de marché, je dis bien, d'autant plus étrange qu'elle se base sur des fondements, une modélisation du comportement humain à partir de quelques équations. C'est assez ahurissant comme prétention de vouloir modéliser le comportement humain et le réduire à quelques équations mathématiques. Alors ce n'est pas étonnant que tout ceci ait commencé dans des pays où les sciences physiques et les sciences mathématiques se développaient très rapidement, la France ou l'Angleterre ou l'Allemagne du XIXe siècle, n'est-ce pas? Karl Polanyi nous rappelle que le terme même, le mot économie n'existait même pas avant le XIXe siècle. Il avait commencé vaguement en France une fois de plus. Nous apprend tout son essor avec la montée des mathématiques en France. Et ce sont eux qui vont inventer les premières modélisations mathématiques. Alors je peux vous dire, pour avoir fréquenté ces milieux, que c'est très amusant de faire des petits modèles mathématiques. Pour tous les gens qui aiment les maths, c'est extrêmement plaisant. Mais quelle est la pertinence de ces modèles? Qu'est-ce qui reflète? Est-ce qu'ils reflètent vraiment la totalité des phénomènes d'échange qui se passent à l'intérieur des sociétés entre individus ou groupes sociaux? Alors, quelles sont les choses que Polanyi, à part ça, nous rappelle plus exactement? Alors, il y a des exemples extrêmement intéressants qui sont parfois un peu datés. Quand il s'intéresse aux sociétés, aux empires en particulier qui nous concernent le plus, ici, non pas la Mésoamérique, ça c'est un peu loin pour nous, mais par contre, les premiers empires du Moyen-Orient, c'est peut-être un peu daté, de nouvelles découvertes archéologiques sont venues un petit peu corriger les jugements qu'on peut porter, mais nous dire par exemple que le commerce au temps de Hammurabi n'était pas le fait d'individus, mais que c'était un commerce organisé par des États, que le seul profit, ce n'était pas un profit matériel, financier ou monétaire, c'était simplement déjà d'avoir ou de fournir à la collectivité ce qu'elle n'avait pas. Le profit consistait à aller chercher à l'étranger, en échange de ce que nous produisions, ce que la collectivité n'avait pas. Le profit des individus n'était pas non plus un profit monétaire. Le profit des chefs d'expédition, des marins, des fonctionnaires chargés d'organiser ces expéditions n'était pas un profit monétaire, c'était juste une récompense accordée par la collectivité ou le roi ou le prince, etc., en termes de statut, mais également en termes de biens matériels, de propriété, de réjouissance de différents objets matériels. Et donc on peut se poser la question et se dire, au fond, avant que nos ancêtres, les fameux Phéniciens, ne soient des fameux commerçants qui rebâchent les oreilles, et si c'était avant tout, essentiellement, d'extraordinaires producteurs, et si leur mérite consistait à produire des biens aussi demandés, aussi appréciés, qu'ils pouvaient aller partir, les vendre et obtenir ce qu'ils voulaient en échange, au profit, une fois de plus, de la collectivité. Si c'était ça la réalité, eh bien, ça serait un sacré coup pour pas mal de nos idéologues libanais. Non, les Phéniciens ne sont pas avant tout de bons commerçants. Oui, ce sont avant tout de bons producteurs, comme les producteurs du temps de Hammurabi en Assyrie. Voilà qui change quand même pas mal les perspectives. Mais aussi Polanyi nous donne d'autres exemples où on voit bien que, par exemple, les paysans européens hésitaient à mettre sur le marché
une partie de leurs biens, parce que les prix, la fluctuation des prix, voilà un risque. Une grande partie de l'économie échappait au marché. Non, le marché n'était pas la règle pendant très très longtemps. Et il suffisait que les producteurs refusent, que les paysans, les classes campagnardes refusent de s'exposer à ce risque, au risque de la fluctuation des prix, pour que ce soit la crise dans les villes. Et il y en avait régulièrement, ce qui requérait aller ensuite réquisitionner les biens. La difficile relation entre le monde paysan et le monde urbain, parce que les gens ne voulaient pas entrer sur le marché, dans le marché. Polanyi aussi nous rappelle que l'analyse économique, la fameuse analyse économique qu'on voit dans tous les journaux, dans tous les manuels d'économie, la microéconomie, ces petits modèles, une fois de plus, je vous le dis, tellement amusant à faire pour les économistes, c'est un véritable jeu de l'esprit. Mais au fond, tout ceci ne se concentre que sur la partie marchande de l'économie et de la société. Comme si la partie marchande de la société représentait toute la société. Que d'échanges entre individus ne passent pas par le marché, au sein des familles, entre voisins, au sein des communautés rurales ou urbaines, de quartier, pas de quartier. Attention, c'est une grande prétention de dire qu'aujourd'hui l'analyse économique s'intéresse à tout et que tout est dans l'analyse économique. Ce n'est pas vrai, énormément de choses y échappent. Et aussi, puisqu'on en est là, Polanyi nous rappelle qu'il n'y a jamais eu autant de rareté, autant de frustration, autant donc de pauvreté, parce que la pauvreté est liée à la frustration. Plus il y a de biens sur le marché, plus il y a de pauvres. Lorsqu'on habitait tous dans les grottes, dans les branches des arbres, il n'y avait pas de riches ni de pauvres. Plus il y a de biens disponibles et de services sur le marché, et plus il y a de gens qui en manquent et de gens pauvres. Eh bien, Polanyi nous rappelle qu'il n'y a jamais eu autant de pauvres de ce point de vue-là que depuis que cette société de marché et ses héros, les tenants, les économistes officiels qui fonctionnent à travers le modèle, ont prétendu résoudre la question de la rareté en optimisant à coup de modèles mathématiques l'utilisation des ressources, des moyens, des équipements. Eux qui prétendaient résoudre le problème de la rareté par l'optimisation n'ont fait qu'engendrer davantage de rareté. Bon. Alors, non, évidemment, nous dit Polanyi, il n'y a pas de moyens insuffisants pour une subsistance de l'homme. C'est faux. Jérôme Aucourant et Michel Cangiani vont même plus loin à la suite de Polanyi pour parler de la folle ambition de la régulation biologique du social, fondement idéologique du marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes arrivés à un moment où dans les sociétés de marché, que sont les sociétés occidentales, nous avons ces discours qui veulent nous pousser à être des hommes prêts à la concurrence permanente. Mangez bien, pas de tabac, etc. Faites du jogging, soyez prêts au combat, parce que seuls les plus forts survivront. Et Polanyi dit évidemment non, n'est-ce pas? Il n'est pas question, il y a assez de moyens pour que tout le monde puisse vivre. Et c'est là qu'il nous réintroduit dans des textes absolument magnifiques à la pensée d'Aristote. On pensait qu'Aristote était complètement flou, l'interprétation des textes économiques d'Aristote n'allait jamais très loin. Avec Polanyi, on comprend beaucoup mieux. Et on comprend que la pensée d'Aristote est une pensée qui parle de trois fondements essentiels. 1. La préservation de la communauté. 2. L'autosuffisance. Et 3. La justice. Et Aristote nous rappelle une chose, c'est qu'au commencement était la société. Et au commencement de la société était une volonté de vivre ensemble. Le commerce n'est naturel, les prix ne sont justes, et la question du juste prix est quelque chose dont notre ami Jérôme Aucourant va beaucoup s'occuper dans d'autres textes. Le commerce est naturel, les prix ne sont justes, ce que s'ils permettent la persistance, la subsistance de la société et de la communauté. Si le commerce va permettre un profit, qu'il ne soit pas l'œuvre des citoyens, ils veulent faire du profit, ils sortent de la communauté. Parce que le profit, c'est une rupture de ce qui permet
à moins que le prix ne soit juste, ce qui permet que la société continue à être liée et à subvenir à ses besoins et à continuer à exister. Ce qui constitue la richesse, nous rappelle Polanyi d'après Aristote, ce sont les choses nécessaires au maintien de la vie, et le bien vivre ne peut être accumulé de manière physique. La rareté trouve son origine dans une conception fausse du bien vivre, celle de l'appétit des biens physiques. Voilà ce que dit Aristote, interprété par Polanyi. Les prix doivent renforcer le bien communautaire, le lien communautaire, sinon la société cesserait d'exister. D'où les craintes d'Aristote qui vivait au IVe siècle, au moment où l'économie de marché commence à envahir la Terre. Alors voilà, que nous sommes loin évidemment du discours d'aujourd'hui, mais rappelons que le néolibéralisme ne s'intéresse pas aux sociétés, ne s'intéresse pas à la subsistance des communautés. Bien au contraire, tout est fait à travers la promotion de la concurrence, de la mobilité, de l'ouverture des frontières, des voyages, l'intégration des peuples, des réfugiés, etc., à briser la notion de solidarité communautaire et de communauté. Or, peut-on vivre sans société, sans communauté? Alors ici, vous avez donc compris, nous sommes dans une approche évidemment multidisciplinaire. Nous sommes aujourd'hui au Salon du Livre, rendant hommage à la littérature, qui des fois nous apprend bien des choses. Et je vais terminer par cette image issue de la littérature, l'image du Robinson Crusoe, de Michel Tournier, dans Vendredi ou les lames du Pacifique. Comment vit Robinson Crusoe dans son île sans homme? En fin de course, il traîne toute la journée allongé dans une mare, incapable de se tenir debout, n'ayant plus de raison même de se tenir debout, n'ayant plus la force de se tenir debout, jusqu'au jour où débarque sur son île un esclave évadé, Vendredi. Et du coup, Robinson se redresse, se remet sur ses jambes, parce qu'il y a de nouveau société. La société est quelque chose de précieux. Il faut tâcher de s'en souvenir. Merci. Merci Charles, on va donner la parole.